Les historiens font remonter au règne de Néron le principe du concert, même si sa réalité est évidemment antérieure. Les musiciens et autres artistes ambulants préfigurent aussi ce concept convivial et festif dont il est admis qu'il a pris sa forme actuelle dans l'Italie du XVIe siècle. Partout en Europe, l'époque baroque va voir se multiplier les concerts, dans des tavernes tout d'abord, puis dans des salles dédiées. Les soirées spirituelles ou Abendmusik de Lübeck consacreront la vitalité musicale de l'Allemagne avec des récitals qui empruntent plus à l'amour de l'art qu'à la dévotion ou au mysticisme. Pour nombre d'historiens, la nudité des deux femmes suffit à prouver leur irréalité. Elles seraient muses de la musique et de la poésie et n'existeraient que dans l'imaginaire des deux bergers d'Arcadie. Près de 350 ans plus tard, Camille Corot en produira sa propre version, qu'il corrigera ensuite à 2 reprises, ajoutant un signe par-ci, abaissant l'horizon ou assombrissant les feuillages par-là. Comment résister à une telle beauté ? Le concert a été maintes fois attribué au Caravage puis désattribué. Il suffit de comparer ce visage à celui du fameux joueur de luth pour être sûr de sa paternité. On jurerait un Caravage sans noirceur, mais ce concert tout en gaieté est signé par un grand maître du siècle d'or néerlandais. À part le luth à droite qui a été agrandi, il ne montre aucune trace de repentir. Avant de se consacrer presque exclusivement aux oiseaux exotiques, cet Utrechtois fut peintre de marine. Il est l'un de ces artistes qui firent du concert d'oiseaux un thème populaire durant le siècle d'or. Ce peintre animalier français injustement méconnu renoue ici, à l'instar de Chardin ou Watteau, avec la tradition flamande et parodique du singe, prétendument savant, utilisé à des fins de moquerie ou raillerie. Frédéric le Grand composait des sonates pour flûte. On le voit ici jouer pour ses invités dans son palais d'été. Malgré son réalisme éblouissant, la scène est une œuvre de pure fiction du grand Menzel. J'aime la densité des forêts russes et l'immensité de nos champs, comme une mer sans limite, déclarait cet artiste qui exposa avec le groupe des Ambulants, mais fit l'essentiel de sa carrière en Italie. Ce natif de la forêt noire mériterait une plus grande notoriété. Sa signature sur le manifeste des 93, qui prétendait au soutien total des intellectuels à Guillaume II, y est sans doute pour quelque chose. Considéré par les Viennois à l'égal d'un Rubens, la toute-puissance de ce surdoué lui valut de provoquer l'émergence de la sécession viennoise, initiée par un Gustav Klimt qui s'était pourtant formé à ses côtés. Les scènes de genre de ce natif de Brive-la-Gaillarde comptent parmi les plus émouvantes du répertoire. Une touche de naturalisme et un zeste d'humour feront le bonheur des collectionneurs américains. Cet ami intime de Georges Seurat est à ma connaissance le seul peintre à avoir gagné le concours Lépine pour la mise au point d'un trépied articulé avec table triptyque. Chapeau l'artiste ingénieur ingénieux. Johann Strauss, excusé du peu, a dédié une polka mazurka à cet artiste d'origine autrichienne qui fut l'élève à Paris de Pascal d'Agnan-Bouvray. Elle fit un séjour à Pont-Aven avec la géniale Hélène Scherfbeck. Avant de se spécialiser dans la peinture de genre, teintée de frivolité rococo, cet autre artiste autrichien fut durant 3 ans peintre correspondant sur le front de la Première Guerre mondiale. La Belle Époque renouera avec le principe des tavernes chantantes héritées du baroque, dans les fameux cafés-concerts, à la fois salles de spectacle et débits de boissons, de préférence pétillantes et alcoolisées. Mais c'est au XXe siècle que le concert connaîtra son plus grand développement, avec les apparitions explosives et successives du jazz puis du rock, dont la diffusion se fera en concert avant que de se faire par disque.